tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je reçois deux femmes. La première qui mérite beaucoup d'être connue et la seconde qui la seconde. Alors il s'agit d'Elima Diabon qui a fondé en 2024 l'organisme à but non lucratif Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches. Elima Diabon est avide de connexion entre les humains, entre les femmes surtout, et entre les femmes immigrantes et leur communauté d'accueil. Elle a été récipiendaire du prix Femmes Noires Inspirantes, décerné par le Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles. Nous la recevons aujourd'hui avec la deuxième femme inspirante, Grace Oulahi, qui est aussi cofondatrice de l'organisme et une membre bénévole active, je peux dire, de l'organisme. Bonjour Elima Diabon. Bonjour Marjorie. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Et bonjour à Grace Oulahi. Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue à toutes les deux à Vivement les femmes. J'ai bien hâte de vous écouter. Et vous venez quand même de loin, on peut dire, hein? Mm-hmm. 2 heures de route? 2 heures et demie. Ah oui, alors voilà. Alors, merci vraiment d'avoir accepté. Surtout d'être à nos studios. C'est beaucoup plus convivial d'avoir nos invités sur place. Merci à vous pour l'invitation. C'est gentil. Donc, alors, je vais commencer tout de suite avec Elima Diabon. Donc, j'aimerais ça te ramener à ton enfance, avant le parcours migratoire. Donc, où se passait cette enfance? Alors, si vous permettez Marjorie, je vais d'abord dire bonjour à tous et celles qui nous écoutent. Un grand bonjour aux gens de la Chaudière-Appalaches, de Tête-Format aussi, où j'habite. Donc, 2 heures et demie de route pour tout un plaisir d'être avec vous. Elima Diabon est née au Sénégal, a grandi au Sénégal. Une enfant timide, je dirais, une petite fille timide, déjà à l'âge de 5 ans. Comme j'ai tendance à dire, moi, je suis née avec un trouble du langage et personne ne pensait que j'allais parler un jour. OK. Et ça a été tout un défi. Très, très timide, j'ai ça, d'où mon amour pour l'écriture et aussi la lecture. Parce que toutes mes émotions, je les mettais sur papier quand je suis commencé à écrire et à parler un tout petit peu, parce que les mots, c'était difficile à sortir. Je suis née dans une grande famille. Je dis grande famille parce que c'était une famille polygame. Mon père avait 2 à 3 femmes. Ah oui. Quelque chose qu'on voit souvent au Sénégal. Et moi, ma mère avait 7 enfants. Je suis la 4e. OK. Et, mais je m'entends très, très bien avec... on était vraiment connectés entre nous les enfants. Autant de ma mère que de l'autre femme, parce que moi, j'ai grandi un tout petit peu avec l'autre femme. Je dis un tout petit peu parce qu'à l'âge de 10 ans, je suis allée rejoindre mon père dans une autre ville. Nous, on habite dans un petit village. Oui. Lui, il travaillait dans une autre ville où il a rencontré une autre femme, il a épousé, ils ont eu des enfants. Et par la suite, je suis allée rejoindre mon père à l'âge de 10 ans. Okay. Et j'ai comme vécu avec l'autre femme que je voyais, c'était pas ma mère en tant que telle, mais on s'entendait très, très bien. Donc, c'était comme une deuxième maman pour moi, elle s'occupait bien de moi. Et ses enfants étaient comme vraiment mes frères et sœurs. Et ça, oui. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Mon père s'occupait bien de nous.
c'est sûr qu'il y avait le manque de ma mère, qui était au village, mais j'avais l'occasion d'aller la voir à toutes les vacances scolaires. Oui. Donc, ce qui faisait que j'avais l'occasion aussi d'être avec elle, de pouvoir m'asseoir avec elle, qu'elle me dorlote. Oui. J'aime bien beaucoup ma mère. Voilà, c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Et j'ai fait mes études dans l'autre ville, comme j'ai dit. Oui. Et j'étais une bonne élève qui avait de bonnes notes et ma mère aimait beaucoup ça. Oui, oui. Elle me félicitait parce qu'elle était fière que je sois sa petite fille qui étudie bien à l'école. Et je pense que, oui, elle est fière. Elle était fière. Puis, qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu as appris beaucoup plus de ton père ou de ta mère avec la femme que tu es devenue? Je pense qu'on va dire de mon père. Oui, d'accord. Il me poussait beaucoup parce que j'étais dans la même classe que mes frères parce que mes autres frères du côté de ma mère sont venus me rejoindre par la suite. Oui. Et mon père me poussait beaucoup à les surpasser. Il me disait, tu es la seule fille, ils sont deux, ils étaient deux à l'époque, ils sont deux avec toi, faut pas te laisser faire parce que tu es une fille et tout. Donc, chaque fois que je ramenais des notes meilleures que mes frères, me félicitait, me donnait des cadeaux. Oui, oui. Comme quoi que lui, il croyait beaucoup à ma réussite et il me poussait énormément à aller de l'avant tout le temps, tout le temps. C'était un père modèle pour moi. Et c'est ça. Donc, il y a beaucoup du père en toi, de ses qualités, compétences que... Exactement. Mon père, il croit beaucoup à la réussite de ses filles. OK. Exactement. Wow. On est beaucoup d'enfants, mais j'aimais ce qu'il disait, parce qu'il disait la femme... en créant le monde, a la force de le changer. Wow. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai dédicacé mon livre, parce que c'est lui qui avait l'habitude de le dire. OK. Donc, oui. Oh, super, c'est vraiment intéressant. Et puis, avec tout ça, comment débute le parcours migratoire? Quand est-ce que tu quittes le Sénégal? Est-ce que je sais que tu as fait d'autres pays avant de venir au Canada? Effectivement, il y a un lien qui laissait présager que j'allais sortir du Sénégal parce que pour moi, je finissais mes études, je vais me chercher un emploi et j'allais rester au Sénégal. Mais la vie en a fait autrement. Quand j'ai eu mon bac, l'équivalent du cégep ici, on va dire ça comme ça, j'ai obtenu une bourse d'études pour aller étudier au Maroc. Parce qu'à l'époque, il y avait une bonne coopération entre le Maroc et le Sénégal. Et il prenait les meilleurs élèves. Je ne dis pas que je faisais partie des meilleurs, mais c'est comme ça qu'il le décrivait pour le programme de bourse de coopération. Il prenait les meilleurs élèves qu'ils amenaient au Maroc et il prenait des Marocains aussi qu'ils amenaient au Sénégal. Et cette année-là, en 2004, moi, je faisais partie de la cohorte qui devait aller étudier au Maroc. Oui. C'est comme ça. Okay. Là, mon père me dit, tu as une bourse d'études, il faut que tu ailles étudier. Je panique parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. De nom, oui, mais c'est un pays quand même qui parle français, mais la langue maternelle l'arabe. Ouais. Je me voyais noyée dans toute cette culture différente et tout. Je dis, je panique, je ne peux pas y aller. Mon père me dit, vas-y, tu es capable, tu vas être capable de faire tes études et de revenir nous voir. Après quelques négociations, j'ai finalement accepté parce que oui, c'était de la négociation. Je paniquais vraiment et j'ai accepté. Je me souviens le jour du vol, j'étais accrochée au bras de mon père. Je ne voulais pas y aller. Pour moi, je n'allais plus le revoir. Mais oui, je suis allée. Il y avait d'autres étudiants avec moi. Donc, on a pris le vol. On a atterri à Casablanca. C'était une nouvelle culture. L'architecture était différente. J'ai dit, je suis là, je n'ai pas le choix, l'instinct de survie, il faut que je le fasse. Je devais aller à Meknès. C'est comme une ville à 3 heures de la capitale. Okay. Le lendemain, je suis allée à Meknès. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une école militaire. Il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient déjà là pour des formations. C'est eux qui nous ont accueillis. Donc, ils nous ont bien intégrés, ils nous ont amenés faire l'inscription et tout. Les débuts, c'était vraiment bien parce qu'on n'était pas seuls. Oui. Oui. Et là, la petite fille a commencé à prendre son envol. Il fallait que je cuisine moi-même, il fallait que je fasse mes démarches toute seule. Et finalement, oui, je m'en suis sortie. Oui, devenue autonome. Exactement.
continuer avec toi avant d'introduire Grace. Alors, on était arrivé au Maroc. Maintenant, comment on arrive au Canada? Avant d'arriver au Canada, en 2006, parce que je suis restée au Maroc de 2004 à 2008. Oui. En 2006, je rencontre un Sénégalais dans un train qui va devenir mon conjoint. Ah oui, d'accord. Exactement. Ouais. Lui, il est parti en France en 2007. Moi, Oui. je devais finir mon diplôme. Et lui, il est parti en France. Par la suite, il m'a dit, tu peux venir t'inscrire pour un master en France et tout. Oui. J'ai dit accepter parce que, oui, comme on dit, on va suivre l'amour. Tout à fait. Je suis allée m'inscrire à l'Université de Lyon où j'ai eu mon master. Oui. Donc, il devait faire son stage, lui, à Sherbrooke. Oh, En d'accord. 2009. OK. Et moi, je suis partie en Belgique aussi pour faire mon stage. Mhm. Quand on est revenu ensemble en France, après 3 mois, Oui. il avait les yeux grands comme ça. Je pense que les auditeurs, s'ils pouvaient voir comment je décris Oui. ses yeux grands comme ça. Exactement, ouais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on repart au Québec. Oh. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Il me dit, les gens sont magnifiques. J'ai dit, ça y est, le sirop d'érable a fait son effet. Et là, il me dit, on commence les papiers parce que lui, son frère était déjà établi au Québec. Ok. Il était en Abitibi. Oh, OK. Donc, il lui a un peu montré la vie ici au Québec, comment ça se passait. Il était vraiment bien intégré. Mhm. J'ai dit, OK, je n'étais pas trop sûre parce que moi, je ne connaissais pas le Québec, mais pas du tout. Oui. Tout ce que j'entendais du Canada, c'était le grand froid. Ah ouais. Je dis, t'es-tu sûre? Il m'a dit oui. Donc, on a commencé les papiers de résident permanent. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était ça qui était à la mode. On venait de Exactement. commencer. Et on a commencé, au bout d'1 an, on a reçu nos papiers. Donc, il me dit, on s'en va. Wow. Je venais tout juste de finir mon master en enseignement langue français et seconde. Oui. J'ai dit, mais avec mon diplôme, je vais devoir faire quoi au Québec? Parce qu'on m'avait signifié que tu ne pourrais pas enseigner parce que tu n'as pas d'expérience d'enseignement et ça prend un permis d'enseigner aussi. Ah On m'a dit, ouais. c'est pas bon, il y a toujours une solution dans la vie. C'est là qu'on est arrivé en 26 novembre au Québec. Au Québec. On passe la nuit à Montréal, cap vers Abitibi-Témiscamingue. Et là je là. le prononce comme ça parce que je pensais que la route ne finissait plus. Ah oui, j'en doute pas. Le parc, on roulait. J'étais comme un enfant qui demandait quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Là, j'arrive à Rouyn-Noranda. Ah oui. Tout un changement aussi. Tout à Mais fait. les gens qui sont tellement accueillants, je les remercie au passage. Je leur dis bonjour aussi parce que j'ai encore des amis là. Oui, oui. Et c'était une belle expérience. J'arrive là, au bout de 2 semaines, j'obtiens un emploi. Déjà, en 2 semaines, c'est Oui. Oui. fantastique. Parce que j'avais commencé, avant de venir, j'avais commencé à tâter le terrain. Je D'accord. regardais sur Internet les entreprises qui étaient là. Et c'est là que j'ai eu des contacts. Et comme je suis une personne qui reste pas tranquille, Oui, oui. je participais au souper spaghetti. Ma face était un peu partout. Donc voilà, c'est comme ça. Une belle intégration. Exactement. Alors, on va aller, on va introduire Grace Oulahi, qui a cofondé avec toi l'organisme Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches. Parce que là, tu t'es arrêtée en Abitibi, on verra un petit peu comment que ça se fait jusque-là. Et alors, Grace, je crois que vous êtes nouvellement arrivée l'automne dernier. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact. OK. Est-ce que vous avez suivi aussi l'amour? Je dirais pas directement. D'accord. Alors, on veut entendre tout ça. D'accord, ok. Mon parcours migratoire à moi, j'avais comme toujours rêvé de voyager. Oui. Mais j'avais vraiment pas eu l'occasion depuis toutes ces années. Mais en fait, j'avais comme l'amour d'aller en Occident, mais pas non plus forcément en Europe. Oui, que je C'était vois. un peu ça. Mais les choses se sont comme dessinées au fur et à mesure. D'abord, par ma sœur qui a immigré il y a plus de 10 ans. Elle est venue ici au Canada. Et puis, j'avais comme chéri ce rêve-là aussi de la rejoindre. Et quand j'ai rencontré mon mari, je lui en ai parlé. Et lui aussi, il avait secrètement ce désir-là de venir au Canada. ok. C'était comme
un point commun qu'on avait. Un point commun qu'on avait. Et puis, bon, on a essayé d'en parler, on a essayé d'organiser les choses. Mais moi, par contre, ça a été plus difficile pour moi de venir. Parce que le parcours que ma sœur a fait, c'est le même que j'ai commencé. Il fallait déjà être employé depuis plusieurs années pour pouvoir lancer les démarches et tout. Oui. Donc moi, ça m'a pris vraiment plus de temps. Okay. J'avais commencé avant même mon mariage. On a continué après pour ajouter mon conjoint et tout. Mais au bout de 3 ans, ça n'a pas abouti. OK. Ils ont dit que mon dossier n'était pas correct. Oui. D'accord. Du coup, c'était retour à la case départ. Et puis, on va dire en 2023, on a eu comme une autre possibilité, toujours de par ma sœur. Elle m'a dit, bon, essaie cette voie-là, on ne sait jamais, peut-être que ce sera ta chance. Et puis, bon, puis là, c'est arrivé. Là, c'est arrivé. Ah, c'est super. Et là, maintenant, c'est arrivé. Et comment 2 femmes inspirantes comme vous, qui avez fondé on va en parler d'ailleurs, cet organisme, comment ça fait cette rencontre? Comment la chimie a pris entre vous? C'est arrivé juste après que je m'en vienne là, ici au Québec. Ouais. Je commence déjà à prendre les mots québécois là. Je m'en suis venue. Donc, comme je suis arrivée pour avoir directement pour un travail. Je suis arrivée chez ma sœur à Montréal, tout fraîchement là en automne et tout. Et on m'avait comme mis connectée dans un réseau pour qu'on me trouve une job rapidement. Et juste 2 semaines après mon arrivée, parce que je suis arrivée le 11 octobre, 2 semaines après mon arrivée, on me dit, tu vois, il y a une petite ville pas loin en région qui s'appelle Thetford Mines. Ils ont besoin de quelqu'un. OK. Je n'avais pas encore pris mes repères. Je suis arrivée, on allait voir l'employeur, petit entretien. Bon, le lendemain, tu dois revenir. OK, d'accord. Les gens de l'agence m'avaient accompagnée. Mais le même jour, on a tourné, sillonné partout en ville pour me trouver une chambre, un endroit pour que je puisse rester. Il n'y avait pas rien. OK. On a tourné. Franchement, on a toqué à toutes les portes. On était sur les réseaux en train de chercher. Et on s'est comme arrêté dans une grande surface. Et puis, on a vu un Africain là qui passait, on lui a juste posé la question. Franchement, on cherche juste un endroit, elle doit travailler demain. Elle n'a pas d'endroit à rester. Il dit, bon, je n'ai pas rien, mais je connais une femme au grand cœur qui pourrait vous dépanner. Wow. Et il nous donne le numéro avec la madame, on l'appelle. Elle dit, OK, venez, il n'y a pas de problème, je peux dépanner. Super. On arrive, on débarque et je tombe sur Elima Diabon. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Je suis restée chez elle le premier jour. Finalement, la job, le monsieur m'a pas gardée. Ah oui, OK, d'accord. Mais j'ai passé toute la semaine avec Elima, avec sa famille chez elle à la maison. C'était vraiment une très, très, très belle expérience. Dans les échanges, la manière de parler. C'est, franchement, si ça aurait été un monsieur, j'aurais dit que c'était le coup de foudre. Parce que ça a été tout de suite une belle connexion. Exactement. Mais entre femmes aussi qui avaient des objectifs, mais qui aussi vous avez dépassé vos zones de confort. Dans tout, dans tout, même au niveau, déjà avec l'immigration on le fait, mais au niveau du travail aussi. Et maintenant, donc, alors l'idée de fonder cet organisme Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches. Elima, ça vient comment, là? Alors, déjà, comme j'expliquais, moi, toute jeune, la condition féminine m'intriguait beaucoup. Comme j'ai dit, je suis née dans une grande famille et je me posais des questions sur la condition des femmes. Tout autour de moi, je voyais des choses, je me disais, pourquoi? Mais je n'avais pas de réponse ou des fois, je n'avais pas le droit de poser la question. Donc, je mettais tout sur papier. J'essayais de poser la question, j'essayais de me répondre à moi-même. C'est en 2022, parce que j'avais sorti un livre aussi sur la condition féminine. En 2022, il y a le réseau des femmes de la Chaudière-Appalaches qui m'avait invité pour parler de mon parcours devant les organismes de la région. En partant là, j'ai amené une amie et j'avais posé la question, mais pourquoi il y a des organismes de femmes ici, mais il n'y en a pas spécialisés pour les femmes immigrantes? Pourtant, on a des besoins comme toutes les femmes. Ils m'ont dit, c'est vrai, parce que dans l'étude qu'ils avaient faite,
Ils avaient remarqué aussi que les femmes immigrantes avaient des besoins, mais que des fois, elles ne savent pas par où se tourner ou par où commencer. Là, j'ai souri, j'ai dit à la dame qui posait les questions, je lui ai dit, moi, je vais fonder cet organisme-là. Ouais. Ça, c'était en 2022. Mais avec le train-train quotidien de la vie, finalement, je laissé passer, je suis passée à autre chose. Jusqu'en 2024, quand j'ai rencontré Grace, parce que je pense que j'avais juste besoin d'une alliée. Oui. Et là, je me suis dit, ben, j'en ai parlé avec Grace. J'ai dit, Grace, j'ai comme un ras-le-bol. Oui, oui. J'ai besoin parce que, vu que j'étais dans le communautaire aussi, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivaient, qui me parlaient. J'étais comme la tante, la maman de tout le monde. J'ai dit, je vais en faire un organisme finalement pour que l'impact soit plus grand. Oui. J'en ai parlé avec Grace. Elle était plus folle que moi. Elle m'a dit, go, on y va, on le fait. On y va. OK. C'est de là que c'est né Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches. OK, d'accord. Et puis c'est vraiment venu naturellement parce que ça nous parlait à nous. Il s'agit de notre vécu, il s'agit de notre histoire, de notre parcours. Et puis Elima, elle est tellement une personne qui sait mettre en lumière les autres. Elle s'est dit, elle va pas juste se limiter à ça, mais de le faire profiter à toutes. C'est pour ça que je lui disais toujours, vas-y, fonce, vas-y, fonce. Ce truc-là, au départ, on le voyait simple, on le voyait petit, mais c'est grand. Ça vous dépasse maintenant. Donc, alors, maintenant, vous avez mis ça sur pied et tout. Puis, c'est parce qu'il y avait eu un constat d'un besoin. Puis, ce besoin-là, est-ce que vous pouvez le dire, le besoin? Il y a, oui, de rapprochement, mais plus spécifiquement, ce serait... Je vais partir de mon exemple parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu la chance de croiser Elima. Et puis, elle m'a donné ce bon conseil. Ça, je le répète toujours. Elle m'a dit, implique-toi. Oui, d'accord. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais déjà, de commencer par des activités bénévoles. Ne serait-ce que pour apprendre sur notre société d'accueil, mais aussi de pouvoir offrir ce qu'on a comme bagage. Et ce conseil-là, beaucoup de femmes immigrantes qui sont là, il n'y a pas personne qui le leur a dit. Elles s'en viennent souvent avec le conjoint. Lui, il a déjà sa job. Il part le matin et rentre le soir. Elles sont à la maison, souvent avec les enfants. Elles sont fermées. Déjà, tu t'en viens dans une nouvelle société. Tu n'as plus ta famille. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas encore de job. Ça crée comme la santé mentale. Et nous, on avait mal pour ces femmes-là. Moi, j'ai peut-être eu la chance d'avoir ce conseil, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas eu. Ou bien même qui ne savent pas où aller bénévoler. Donc, c'est de ce constat-là que c'est parti. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup quand même? Parce qu'on a toujours l'impression qu'en région, c'est moins diversifié, moins métissé. Mais est-ce qu'il y a autant de personnes immigrantes? Alors, comme j'ai dit, le réseau des femmes en Chaudière-Appalaches avait fait une étude. Quand les chiffres sont sortis, moi, je me suis dit, waouh, il faut faire quelque chose. Ah oui, OK, parce qu'il y avait plus de 4000 femmes. Ah oui, quand même. 4000 femmes immigrantes dans la région. On parle de la Chaudière-Appalaches en grandeur. En grandeur, oui. Donc, c'est là que je me suis dit, je vais le commencer, Chaudière-Appalaches, mais je vais commencer des petites activités dans ma MRC, qui est les Appalaches. Et par la suite, si ça rejoint d'autres mondes, on va le faire à travers toute Chaudière-Appalaches. Et comme disait Grace, moi, je l'ai vécu aussi. Je me suis basée sur ma propre expérience en tant que femme immigrante, en tant que maman, qui au début ne savait même pas par où passer. J'étais avec un petit bébé en 2014. J'étais seule l'hiver. Quand tout le monde se couchait, je me mettais à pleurer parce que j'en pouvais plus. J'avais besoin de répit. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des organismes qui pouvaient me l'offrir. Donc, l'information n'était pas accessible. La méconnaissance du système, exactement. Donc, c'est de là. Et là, on voit que le besoin, c'était un besoin réel qui était là parce que les gens se sentent interpellés. Notre messagerie vocale et le courriel est plein en ce moment de messages. Je vois. Il y a aussi les gens de la région qui croient beaucoup à la mission parce que c'est des MRC qui nous invitent, c'est des petites villes qui nous invitent aussi à participer à des activités. Puis, alors là, on sait bien, on a créé un organisme. Bon, déjà, il faut le créer légalement, le vôtre, et tout ça, mais après ça prend le financement. Et où vous êtes rendu à ça? Est-ce que vous avez commencé à avoir du financement ou vous faites à même vos propres ressources? Alors, il faut dire que
Ça, c'était le gros défi. Ouais. Déjà, fonder un organisme, les règlements généraux, faut avoir un CA, faut ci, faut ça. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on s'y perd facilement. Exactement. Mais on a commencé par aller rencontrer la ministre de l'Immigration. On a fait une demande de rencontre comme ça. Comme on dit, il faut être audacieuse. Ça prend de l'audace. Nous, on a envoyé notre courriel. On a eu la chance qu'elle réponde, qu'elle nous reçoive. Oui. On lui a nommé notre besoin de fonder un organisme. Elle nous a dit... elle nous a encouragés. Ah oui, d'accord. Exactement. Okay. Et là, on a commencé les démarches. Tout de suite, on est allé voir la Corporation de développement communautaire des Appalaches, qui s'y connaît mieux que nous. Oui. On pensait qu'on était correct. Ben non, on n'avait pas fait tous nos devoirs. Oui. Elle nous a renvoyé, nous a donné vraiment toutes les démarches à faire. Oui. Et là, on a enregistré. Il ne faut pas oublier que ça fait seulement au mois de mai. Oui, tout à fait. C'est exactement. Ça. Oui. Exactement. Puis, vous avez commencé avec des petites activités quand même. Il y a déjà des activités qui étaient même là avant l'organisme. Hein? Oui, on en a commencé quelques-unes, juste dans l'objectif de déjà rassembler les femmes, de pouvoir les fédérer, le temps que administrativement aussi, on est en train de faire nos devoirs, comme elle a dit. Et puis là-dessus, de plus en plus de femmes ont commencé à embarquer les messages qui s'en venaient. Il y en a même qui croyaient déjà qu'on embauchait. On a reçu des demandes d'emploi. Les femmes, même des hommes. On avait reçu le mail d'un homme qui voulait s'impliquer, qui nous a demandé si on pouvait lui trouver une job. Et là, on a commencé de plus en plus à réaliser le fait qu'il y avait vraiment ce besoin-là pour que les femmes immigrantes puissent parler, puissent échanger de leur réalité. Oui, de cette région. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, Elima Diabon, fondatrice de l'organisme Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches et autrice. Aussi, Grace Oulahi, cofondatrice de l'organisme et membre bénévole également. Alors, mesdames, on poursuit. J'aimerais vous entendre sur l'apport de la population immigrante au pays d'accueil. Je sais que c'est un cheval de bataille pour toi, Elima. Concrètement, qu'est-ce qu'on apporte? Parce que souvent, on a tendance à négliger cet apport-là. Négliger, oui. Même nous, des fois, on ne se rend pas compte. On est immigrante, mais on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a. Mais on apporte beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que je veux conscientiser, je veux valoriser l'image de la femme, pas seulement de la femme, parce que nous, on est ouvert aussi aux gens qui croient à cette mission-là, qui partagent nos valeurs, mais on apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme j'ai dit, on travaille, on participe à l'économie du Québec, du Canada. Donc, on a nos enfants ici. On leur inculque nos valeurs, mais les valeurs québécoises qu'on partage aussi. Donc, je pense que oui, c'est maintenant qu'on doit se dire, on apporte, on fait partie de cette société, on va le construire ensemble et dans le respect et les valeurs québécoises. Oui. Exactement.
Oui, Moi, Grace. je voudrais illustrer cela par un exemple très clair. Avec Elfika, on a lancé notre podcast vidéo Oui. où on part interroger les femmes immigrantes de la région et puis on essaie vraiment de mettre en valeur leur rapport personnel dans la société. Oui. On en a rencontré plusieurs. Là, je veux citer l'exemple d'une dame avec son conjoint. Ils ont comme créé une activité touristique dans la région. Ah oui. Oui, il est inventeur. Il a fait l'aqua-vélo. Oui. Et ça a permis de rehausser l'activité touristique au niveau de Bola-Garbi. Oui. Vous ne citez que ça. Et il y a une autre dame qui travaille dans une institution bancaire. Elle est originaire d'Italie. Et avec son conjoint, ils ont comme une entreprise aussi. Ils font des pâtes à pizza qui sont disponibles dans les grandes surfaces. Ça, c'est vraiment des exemples qui sont clairs, qui illustrent l'apport de la population immigrante dans l'économie du Québec. Tant au niveau de la culture, mais aussi au niveau de l'expérience, la compétence et l'échange aussi culturel, ramener ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils connaissent et tout ça. Exactement. Je ne sais pas si je peux rajouter, mais au niveau de l'implication bénévole aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en région, nous, on est dans des villes où la population est très vieillissante. Oui. Et il y a beaucoup de bénévoles dans les organismes communautaires aussi qui sont issus de l'immigration. Et je pense que ça fait du bien d'avoir la relève ici de l'immigration. Moi, j'ai déjà eu à travailler pour un organisme communautaire pour les personnes âgées. Et je faisais tout pour attirer la clientèle immigrante à venir donner un peu de temps auprès de nos aînés. Oui. Et ça, c'est à applaudir parce que oui, il y avait des gens qui bénévolaient là-dedans. Oui, exactement. Puis si je vous demandais, quelle serait votre vision? Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Elle doit sûrement être en cohérence, mais comment vous voyez cet organisme dans son développement? Ça nous dépasse. Oui. Ça nous dépasse parce que je pense qu'au bout de 2 mois, j'ai même eu quelqu'un qui nous a commenté, il a dit, vous avez fait des activités que des organismes, que ça fait des années qu'ils sont là, ils n'ont pas fait en 10 ans. Ah oui. Ah ouais. En 2 mois, on a eu vraiment beaucoup d'activités qu'on a faites. On a dernièrement, je pense que c'est la semaine passée ou le 31 mars, on a regroupé des femmes. 31 août. 31 août. 31 oui, août. Oui. Il y avait des Libanaises, il y avait des Ivoiriennes. Je pense que c'est tous les continents qui étaient rassemblés là. Oui. Et je les voyais, j'étais fière et je sais que ça va aller de l'avant, ça va grossir parce que les femmes sont déterminées. Il y a des entrepreneurs avec nous qui veulent briller. Et j'ai promis qu'on va briller ensemble, qu'on va le faire ensemble, qu'on va créer des voix fortes et qu'on va sortir de notre mutisme. Parce qu'en général, on travaille, on revient à la maison. Oui. On n'est pas conscient qu'on peut vraiment sortir de notre zone de confort et parler, participer, réseauter, faire partie de la société en fait. Donc, c'est ça, moi, mon objectif, qu'on puisse grossir là, l'organisme. Ouais. Et Grace? Ça va avec ce qu'elle a dit, mais c'est comme deux faces d'une même pièce. Oui. Au-delà de permettre à toutes ces femmes-là d'être valorisées, c'est de pouvoir aussi interpeller les organismes qui existent déjà. Oui. De leur dire que cette tranche-là de la population doit être prise en compte. Et la meilleure manière de les prendre en compte, c'est vraiment de peut-être nous associer pour qu'on puisse leur dire voici les réalités, voici les défis. Parce que une femme immigrante qui est épanouie, c'est un époux qui est épanoui, c'est un travailleur qui est épanoui. Mais si sa madame fait la santé mentale, c'est même les enfants qui seront instables dans les écoles. Tout à fait. Donc c'est vraiment l'équilibre de toute la société qui est, je peux dire, qui sera maintenu si cette tranche de la population est réellement prise en compte à la hauteur de ses besoins. Donc, une autre manière aussi que nous, on va amener la chose, c'est vraiment d'aller vers les autorités, les municipalités, tous les organismes, et puis de leur dire, voici nos réalités, mais en même temps pouvoir leur dire, voici les solutions qu'on peut vous proposer pour que vous puissiez les prendre en compte efficacement. Oui, tout à fait. Et puis, vous avez aussi un volet formation que vous voulez développer à travers l'organisme? Exactement. Nous, on va toucher plus à des formations parce qu'on s'est dit, pour s'attaquer à un problème, faut donner les outils nécessaires pour pouvoir pallier à tout ça. On va trouver des solutions ensemble. Et en trouvant des solutions pour les femmes immigrantes,
on vient de trouver une solution pour la société. Il ne faut pas oublier qu'en région, il y a des problématiques qui peut-être ne se posent pas comme à Montréal. Oui. Les problèmes de transport. Exact. Les femmes immigrantes arrivent des fois, n'ont pas de permis de conduire. Ouais. Ici au Québec, pour avoir un permis de conduire, par exemple, tu fais ton permis d'apprenti, tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, quelqu'un qui a 2 ans d'expérience de conduite. Mais quand le conjoint travaille toute la semaine ou à des horaires qui ne sont pas comme... Oui. Donc là, on va trouver une solution à ça. Permettre aux femmes d'être autonomes. Moi, je parle beaucoup de l'autonomisation des femmes immigrantes. Je parle beaucoup de l'épanouissement des femmes immigrantes. Donc, en formant ces gens-là, en ayant dit, les entrepreneurs, vous avez des outils, ils sont là. Vous êtes capables de monter un business. C'est comme ça qu'on le monte en s'associant avec des partenaires comme les banques ou les gens qui donnent des formations en entrepreneuriat. On vient de pallier. Exactement. Arriver. Puis c'est un exemple concret que tu mentionnes. Puis il faut le vivre pour comprendre ça, le fait, même pour le permis de conduire. Elima, tu es également autrice du roman 13 ans plus tard qui est apparu en 2023, un livre très poignant qui parle du mariage forcé des jeunes filles et tout ça. Comment c'est arrivé là, ce désir d'écrire, mais d'écrire surtout sur ce sujet-là? Un sujet qui m'interpellait beaucoup parce que j'ai eu à connaître une dame qui a été victime de cela. Et toute jeune, je l'observais. Mais avant qu'elle rejoigne son conjoint, j'observais cette dame-là. Comme j'ai dit, moi, toute petite, je me posais plein de questions. Oui. Donc, j'observais cette dame-là et je voyais beaucoup d'amertume. Les gens semblaient être heureux pour elle, mais elle était dans un coin. Et moi, je l'observais, c'était une dame que je connaissais, une dame, on va dire, plus jeune fille. Jeune fille, oui. Oui, c'est ça. Elle devait quitter l'école. De mon jeune âge, je me disais, non, c'est pas possible que quelqu'un quitte l'école. Et elle était obligée de quitter l'école, de rejoindre quelqu'un qui est plus âgé. Pour moi, dans ma définition de jeune fille, c'était pas ça l'amour. Parce que je voyais dans les films, parce que oui, je connaissais pas la définition, c'était quoi l'amour, mais dans les films, ça semblait quelque chose de beau, de partagé et tout. Bien sûr. Mais elle, on vient lui dire, on a donné la main, comme on dit souvent, à un conjoint, mais elle n'avait pas son mot à dire. Il fallait qu'elle dise oui. Tout ce qu'elle avait à dire, c'est oui. Donc, ça m'a fait questionner. J'étais comme triste pour elle. Et j'ai commencé à fouiller un peu parce que j'avais un peu accès à des livres parce qu'on avait une petite bibliothèque où j'allais, je regardais un peu les infos. Je me disais, c'est pas possible. Je veux pas devenir ce modèle de femme-là. Et heureusement, dans notre famille, nous, on n'avait pas ce problème-là parce que mon père jamais va donner sa main à quelqu'un qu'elle aime sa pas. fille. De sa fille, excusez-moi. De sa fille à quelqu'un qu'elle aime pas. Bien sûr. Donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit, je vais écrire sur ce thème parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai commencé à griffonner. C'était pendant le Covid. J'étais toute seule pendant mes heures de repas. Je ne croyais pas que ça allait aboutir par un livre, mais j'avais un grand ami qui était auteur aussi. À chaque fois que j'écrivais, je lui montrais, il m'encourageait. Lui, il ne te disait jamais que ce n'était pas bon. Tout le temps, c'était « Waouh, il faut que tu publies et tout ». Ça a commencé comme ça. Et un jour, je me sentais prête. J'ai envoyé mon livre à des maisons d'édition, 5 maisons d'édition. J'ai obtenu un seul oui, mais c'était à titre d'auteur. D'accord. Donc, il fallait que je paye pour être publié. J'ai dit non, je ne ferai pas ça. Et j'ai mis mon livre de côté et par la suite, j'ai eu une connaissance qui m'a dit, écoute, j'ai une amie qui va ouvrir sa maison d'édition et tout ça. Je vais vous mettre en contact.
Et on s'est parlé une seule fois, ça a tout de suite cliqué. Et par la suite, on s'est dit, on va envoyer ça. Ouais. Elle a lu, elle a aimé ça. Elle m'a dit, oui, je vais éditer. Ça a commencé comme ça. Mais oui, la condition féminine. C'est ça, sur la condition féminine. Et puis, donc, tu n'as pas eu à rencontrer plusieurs jeunes filles. C'était ce cas-là qui t'a pris aux tripes et que tu as voulu mettre sur papier. Alors, c'était ce cas-là, mais on l'entendait autour de nous. C'était dans des villages éloignés. C'est pas seulement en Afrique, mais dans plusieurs continents, ça existe. Et on entendait souvent parler de ça. C'était pas nécessairement seulement des jeunes filles, mais il y avait aussi des adultes qui se mariaient, mais on sentait nettement que c'était pas l'amour qui était là. Mais c'était juste parce que l'honneur de la famille était mis en danger, il fallait que la fille dise oui, ou c'était des intérêts parce que l'argent était là déposé sur la table, ce qu'on appelle, je crois bien, la dot. Il fallait qu'on accepte pour sauver la famille parce qu'il y avait plein d'argent qui était mis sur la table. C'est ça. Donc, toutes ces choses-là m'ont poussé à me dire, oui, je vais écrire sur ce sujet-là. Puis, est-ce que selon vous, ce sujet-là, c'est quelque chose qui tend à disparaître au niveau à disparaître, excuse-moi, je dirais c'est plus lié à la culture. Oui. On va dire que dans tous les pays, quand tu es dans les grandes villes, c'est beaucoup moins visible. Mais dans certaines régions qui sont encore reculées, on a beau dire que nul n'est censé ignorer la loi. Quand c'est vraiment lié à la culture intrinsèque des peuples, dans les traditions, c'est comme difficile à éradiquer. C'est pas facile aussi pour les organismes qui s'en occupent de pouvoir vraiment quantifier si ça existe encore et tout, parce que c'est pas évident à évaluer. On peut pas entrer dans chaque petit village, dans chaque maison, dans chaque famille pour savoir. Donc c'est comme une information, on saurait pas comment y répondre. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais assez encore d'actualité pour que ton livre puisse informer les gens, sensibiliser aussi. Donc, avec ça, c'est pas assez. Elima, pour toi, tu as été fait un petit tour en politique fédérale. Qu'est-ce que c'était quoi? Et puis, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Alors, dès le début, je le disais, je suis une personne qui ne tient pas tranquille. Moi, la politique m'a toujours intriguée. Oui. Et c'était aussi, ça m'a toujours passionnée. Parce que je me dis, c'est la voie la plus légale, entre guillemets, pour changer les choses. Moi, je ne parle pas de la politique comme on l'entend des fois. Mais moi, je me disais, la politique, c'était une voie pour exprimer parce que moi, l'humain est important pour moi. Pour changer les choses, il faut passer par la politique. Et ça n'a pas commencé avec la politique fédérale parce que les dernières élections municipales, j'avais récolté toutes mes signatures. Ah oui, OK. Je suis allée voir la greffière de ma ville parce que je voulais être conseillère municipale. Au moment de déposer mon dossier, j'ai paniqué. Ah, OK. Finalement, j'ai laissé tomber l'idée. On m'a relancée, j'ai dit non, je ne suis pas prête. Et il y a quelques années, la conjointe de mon député fédéral travaillait dans la même, comment on appelle ça? Circonscription, non? Non, c'est pas la circonscription. C'était l'éducatrice de ma fille. OK, d'accord, oui. Donc, on s'est connus. Et un jour, j'ai débarqué dans le bureau de notre député. J'avais demandé un rendez-vous, bien sûr. Il m'a accueilli. J'ai dit... Luc, parce que oui, je le connais, je suis passée par son prénom. J'ai dit, Luc, je veux faire de la politique. Luc me regarde, me dit, je dois se dire, qu'est-ce qu'elle a, elle sort. Il m'a dit, assieds-toi, je m'assois. Il m'a dit, tu veux faire de la politique? J'ai dit, oui. Qu'est-ce qui t'attire en politique? J'ai dit, je veux changer les choses. Il m'a dit, toi, c'est ce type de profil qu'on a besoin en politique. Donc, il m'a dit, si j'ai besoin... je vais te rappeler. C'était pas nécessairement pour travailler en tant qu'employé, mais j'ai dit, je voulais m'impliquer. Peu importe le parti, pour savoir comment ça fonctionne et tout. Et là, pendant les élections, ils ont déclenché des élections. Il m'a appelé, m'a dit, Elima, j'ai besoin de bénévoles. Est-ce que tu veux faire partie de mon comité bénévole? J'ai dit oui.
suis allée, j'ai posé des pancartes. C'était une belle expérience parce qu'à chaque fois qu'on traînait les pancartes pour aller les poser dans la circonscription, j'amenais mes enfants. Ils découpaient, on posait, on montait sur des échelles avec mon conjoint, mes enfants. Je pense que tout Mégantic l'érable nous reconnaissait parce que la famille noire d'origine sénégalaise qui pose des pancartes pour un député fédéral, je pense qu'on était les premiers. Mais l'année passée, il y avait un poste qui s'est libéré. Là aussi, je dis, Luc, je cherche un emploi, je cherche à changer d'emploi, je veux être attaché politique. On a passé le processus de l'entrevue, tout ça, il a accepté. Et c'était vraiment une belle expérience. Exactement. Tout à fait. Grace, toi, quand tu entends Elima là, parler comme ça, et toi, parce que tu es comme tu es venue un peu après, qu'est-ce que ça te fait, toi? Comment ça te stimule, ça? J'ai envie de dire que ça me met tout plein d'étoiles dans les yeux. Parce que mon rêve de venir au Canada, je me disais, ici, c'est l'univers des possibles. Et quand je vois son parcours dans plusieurs domaines, dans plusieurs échanges de jobs, échanges d'affaires, c'est vraiment une femme qui est inspirante. Quand je lui dis qu'elle est mon mentor, elle dit non, laisse tomber et tout. Mais c'est vrai. C'est une femme qui est inspirante. Et puis, elle a tellement de belles valeurs. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir croisée juste 2 semaines après avoir débarqué. Mais franchement, et elle inspire beaucoup de monde autour d'elle. Oui. Parce qu'elle crée l'impact nécessaire. Elima, avec tout ça, on sait que tu as gagné le prix Femme noire inspirante de l'année dans le cadre du gala du Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis quand tu as su que tu gagnais ce prix, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? On dit parce que tu es une femme inspirante, que tu impactes beaucoup autour de toi, comme disait Grace. Et parce que aussi, j'étais impliquée dans cet organisme-là. J'avais eu à faire une mini-conférence avec eux pour mon livre. Je m'impliquais beaucoup dans les activités. C'est un organisme qui a de belles valeurs, qui accueille les immigrants, qui rassemble tout le monde. Et moi, ce volet mobilisation et tout ça, ça me rejoignait beaucoup. J'ai eu les larmes aux yeux parce qu'en sortant de là, je me suis dit, je ne vais pas gagner ce prix pour en faire juste un prix. Je veux en faire quelque chose d'impactant. Je pense que c'est d'ailleurs ça là, qui a déclenché la naissance de l'organisme. Je dis, je suis un modèle pour eux, donc je vais leur prouver que ce prix-là, c'est mérité en fait. Il faut que je démontre que je suis capable d'en faire un peu plus. Il te fallait une action concrète. Une action concrète. Grace Oulayi, alors j'ai vu le podcast Jase-moi d'où tu viens. J'ai pu constater déjà que tu peux être au micro. Là, tu pourrais me remplacer facilement ici. Alors, dis-moi, j'aimerais t'entendre sur tes implications, puis les objectifs peut-être aussi de ce podcast-là qui sont, on en a parlé, mais est-ce que tu en prévois d'autres? Tu dois avoir autant de choses sur la table qu'Elima. Oui, autant de choses, je dirais. Mais je voudrais juste revenir rapidement au fait que cet amour que j'ai pour la communication, ça vient vraiment de loin. Parce que très tôt, ma mère elle a comme brisé la peur d'être en face des gens. Oui. C'est ma dernière année d'école primaire. J'ai changé d'école. Donc, j'arrive toute nouvelle dans l'école la dernière année. Et puis, elle me dit, toi, tu te présentes pour représenter les élèves. J'ai dit quoi? Parce que ma mère, elle était institutrice. J'ai dit, mais je viens d'arriver, je connais pas personne. Elle dit, tu te présentes. Donc, il fallait aller dans les 6 classes de l'école primaire, battre campagne, faire le discours devant les élèves là et puis être la représentante. J'ai réussi.
Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu peur de prendre la parole devant les gens. D'accord. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai étudié la communication et j'ai aimé ça jusqu'à présent. Je suis vraiment très contente de pouvoir m'exprimer au travers de ce postcard vidéo-là. Et l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir les femmes immigrantes. Et on y arrive bien. On a toute une liste. Il y en a encore qui s'en viennent. On a commencé dans les alentours à Ted for Minds. Là, on est allé un peu à Saint-Georges, en Beauce. Et puis, on va aller crescendo encore pour faire découvrir d'autres femmes. Et pour ce qui est de mes implications, je suis aussi bénévole à la télé communautaire de la région des Appalaches. Ah, d'accord. Okay. Oui, il y a une émission avec, sous l'inspiration de Elima aussi. On a fait une émission qui s'appelle La parole aux aînés. On va vers des personnes, que ce soit en maison de retraite ou chez eux. On va vers les aînés et puis on essaie d'en apprendre un peu plus sur leur parcours. Personnellement, moi, j'étais vraiment heureuse de pouvoir participer à cette émission-là comme co-animatrice. Et puis, ça m'a permis de découvrir, d'apprendre beaucoup sur le Canada, sur le Québec. Parce que c'est des personnes qui ont vraiment fait des choses incroyables. Pour l'époque, des personnes qui n'avaient même pas le téléphone, qui n'avaient même pas l'électricité, mais qui ont su traverser toutes ces évolutions-là et puis qui aujourd'hui peuvent en parler, des personnes qui étaient à la base de plusieurs organismes qu'ils ont créés, qui existent aujourd'hui, des militants. On a même parlé à plusieurs prêtres, en tout cas des gens qui ont su marquer leur temps. Et je vais dire que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup amélioré mon québécois en parlant avec les aînés parce que il fallait avoir les bonnes expressions, sinon c'est pas ceux qui comprennent les questions que j'allais leur poser. Donc c'était vraiment une très 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 belle expérience. Ok. Alors, donc, dans tout ce que vous faites toutes les deux, je sais que, Grace, tu as dit que Elima t'inspirait beaucoup et tout ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'inspirent, toi, Elima, et puis ensuite, Grace? Alors, je ne sais pas si j'ose dire Marjorie. Oh! Merci! Parce qu'on se souvient, quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais les yeux grands comme ça, quand il m'a expliqué qu'est-ce que tu faisais, tout ça. Et tout de suite, je suis allée fouiller sur Facebook. C'est qui cette belle dame inspirante et tout? Et bravo, Marjorie. Ah, merci, Elima, merci. De se mettre en lumière ces femmes-là qui n'ont pas peut-être l'occasion de s'exprimer. Oui, on est en région. Je parle souvent des femmes en région. On est en région. Des fois, c'est moins accessible. C'est pas comme à Montréal. Mais nous, on est, comme je dis, on est invisible. Des fois, même pour faire des activités, ça prend tout un déploiement et tout ça, exactement, de pouvoir nous inviter ici. Moi, t'es mon idole. Non, mais j'attendais pas cette réponse, mais merci. Oui, et faut dire aussi que j'ai une grande admiration, pas parce que c'est le volet politique, mais pour Dominique Anglade. Ah oui, Dominique a écrit un livre, Le Québec qui m'habite. Moi, je me vois en elle. On a déjà eu à se rencontrer, à parler. Dominique, bonjour au passage. Grande dame, exactement. Tout à fait. Mais merci. Alors, rapidement, Grace, on arrive sur la fin. Toi? Moi, je dirais, je suis encore en train d'être impactée par des femmes comme Elima et puis au travers elle, il y a beaucoup de femmes influentes que je suis en train de connaître, que je suis en train de découvrir, je suis vraiment chanceuse de pouvoir les côtoyer. Mais je dirais que c'est ma mère. Je voulais vraiment, Elle n'est plus là, mais je sais que depuis le jour où elle m'a dit « Parle devant les personnes, tu es capable » jusqu'à aujourd'hui, je sais que de là où elle est vraiment fière de moi. Ah oui, tout à fait. Alors, un petit message en dernier, Elima, pour les femmes qui t'écoutent de Chaudière-Appalaches et qui voudraient s'impliquer. Alors, Femmes de Chaudière-Appalaches, l'organisme Liaison Femmes Immigrantes de la Chaudière-Appalaches est là pour vous, est créé pour vous, par vous. Et on va créer des voix fortes. On a besoin de vous. Vous avez besoin de cet organisme-là pour briller. Ensemble, on va faire de grandes choses.
Tout à fait. Merci beaucoup. Elima Diabon, Grace Oulayi, merci de contribuer à notre société parce que par vos actions, tout ce dont vous avez parlé, vous démontrez combien l'immigration est importante, combien qu'on peut amener sur tous les points. Et c'est une chance que les femmes immigrantes de Chaudière-Appalaches puissent compter sur vous. Je sais que c'est pas facile, monter un organisme, aller chercher du financement, mais en belle continuation là-dessus. Alors, je rappelle que mes invités, j'allais dire mes amis, mais ce sont aussi mes amis que mes invités, alors sont Elima Diabon, fondatrice de l'organisme Liaison Femmes immigrantes de la Chaudière-Appalaches et autrice, aussi Grace Oulayi, qui est aussi cofondatrice de l'organisme et membre bénévole, et maintenant, je peux dire animatrice aussi du podcast, le podcast... Jase-moi d'où tu viens. Voilà, Jase-moi d'où tu viens. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre bon rendez-vous la semaine prochaine.